Combien de vies faut-il prendre pour devenir un monstre? 10, 20. Que diriez-vous de plus de 100? Que diriez-vous de 200, voire 300? Des chiffres si vertigineux qu'ils en deviennent abstraits, irréels. Et pourtant, derrière ces chiffres, il y a des visages, des histoires, des avenirs volés. Aujourd'hui, nous n'allons pas survoler une liste de criminels. Nous allons descendre dans l'abîme. Nous allons suivre les pas de l'homme que l'on surnomme la bestia, la bête. Un homme à l'apparence chétive, au regard fuyant, qui se cache derrière des déguisements de prêtres ou de vendeurs ambulants. Un homme qui, pendant près d'une décennie, a mené une campagne d'extermination silencieuse contre les plus innocents et les plus invisibles des victimes, les enfants. Ceci n'est pas une simple histoire de tueurs en série. C'est l'histoire de la manière dont une société en crise, un pays en proie au chaos, peut involontairement créer le terrain de chasse parfait pour le pire prédateur que l'histoire moderne ait connu. Accrochez-vous, car le voyage au cœur des ténèbres de Luis Garavito commence maintenant. Nous sommes en Colombie dans les années 1990. C'est une nation magnifique, mais à cette époque, elle est déchirée. La violence des cartels de la drogue, les guérillas, les milices paramilitaires et une pauvreté endémique créent un climat de chaos et d'instabilité permanente. Dans les grandes villes comme dans les campagnes, des milliers d'enfants vivent dans la rue. Ils sont les desséchables, les jetables, des âmes invisibles pour un système trop occupé à gérer ses propres crises. C'est dans ce terreau de misère et d'indifférence que va germer et prospérer une horreur sans nom. Un homme, nomade et insaisissable, parcourt le pays, de village en village, de ville en ville, profitant de ce chaos pour mener sa chasse silencieuse. Son nom, Luis Alfredo Garavito Cubillos. Pour comprendre l'ampleur des crimes de Garavito, il faut d'abord comprendre sa méthode, son art de la dissimulation. Garavito n'était pas un monstre à l'allure effrayante. C'était un homme petit, maigre, souvent mal habillé, avec un strabisme prononcé et des manières douces. Il inspirait la pitié, pas la peur. Et c'était là sa plus grande arme. Il était un véritable caméléon. Il changeait d'identité comme de chemise, se présentant tour à tour comme un prêtre, un moine, un vendeur ambulant, un travailleur caritatif, un fermier ou même un homme handicapé. Il portait des lunettes, des chapeaux, de fausses barbes, tout ce qui pouvait le rendre méconnaissable et inoffensif. Sa cible était toujours la même, les jeunes garçons de 8 à 16 ans, issus des milieux les plus pauvres. Des enfants qui travaillaient dans la rue, des orphelins, des paysans isolés. Il les approchait avec une patience infinie, les observant pendant des jours pour comprendre leur routine, leurs désirs, leurs faiblesses. Il leur offrait ce dont il manquait le plus, de l'attention. Et puis, des cadeaux. Un soda, un peu d'argent, la promesse d'un travail facile et bien payé. Pour un enfant qui n'a rien, une telle offre est presque impossible à refuser. Qu'auriez-vous pensé en voyant cet homme à l'époque? Auriez-vous pu déceler le prédateur derrière le masque du bienfaiteur? Une fois la confiance établie, il les attirait loin de tout regard, dans des champs de canne à sucre, des terrains vagues, des zones boisées. C'est là que le masque tombait. Il les ligotait, souvent avec les lacets de leurs propres chaussures, les soumettait à des sévices d'une cruauté inimaginable, avant de les assassiner, généralement en leur tranchant la gorge. Ils laissaient souvent leur corps dans des positions spécifiques, parfois avec un genou plié. C'était sa signature. Pendant des années, des dizaines, puis des centaines d'enfants ont disparu à travers plus de 59 villes colombiennes. Leurs corps, quand ils étaient retrouvés, étaient souvent si décomposés qu'il était impossible de les identifier. Et comme il s'agissait d'enfants des rues, leurs disparitions étaient rarement connectées les unes aux autres par des forces de l'ordre débordées. Pour tenter de comprendre, non pas d'excuser, mais de comprendre la genèse d'un tel mal, il faut remonter à l'enfance de Garavito. Né en 1957 à Genova, dans une région rurale, il était l'aîné de 7 enfants. Il a décrit son père comme un homme d'une brutalité extrême qui le battait régulièrement, parfois jusqu'à l'inconscience pour des fautes mineures.
Il a également affirmé avoir été victime d'abus sexuels répétés de la part de son père et de plusieurs voisins. Il a grandi dans un climat de terreur et d'humiliation constante, développant une haine profonde et une méfiance envers le monde. Cette enfance brisée a-t-elle été le catalyseur de ces crimes ? De nombreux psychologues et criminologues le pensent. Les abus subis dans l'enfance sont un facteur récurrent chez les tueurs en série, créant un cycle de violence où la victime devient à son tour le bourreau, retournant l'humiliation et la douleur qu'il a subie contre d'autres. Garavito lui-même a parfois tenté de justifier ses actes par ce passé. Mais est-ce une explication suffisante ? Un passé aussi terrible peut-il créer un monstre ou ne fait-il que réveiller et nourrir une noirceur déjà présente au plus profond de l'individu ? C'est une question fondamentale qui se pose face à de tels cas. Il n'a jamais montré de réelle empathie, seulement une forme de justification, comme si ses victimes n'étaient qu'une extension de ses propres bourreaux d'enfance. Le véritable règne de terreur de Garavito s'étend principalement de 1992 à 1999. Pendant ces 7 années, il a voyagé sans relâche à travers la Colombie, laissant derrière lui une traînée de cadavres. À Pereira, à Cali, à Tuluá, à Armenia. Le schéma était le même. Des enfants disparaissaient et parfois, des mois ou des années plus tard, des ouvriers agricoles ou des promeneurs tombaient sur des fosses communes. Au début, la police ne faisait pas le lien. La Colombie était un pays immense et chaotique. Un corps retrouvé ici, un autre à 200 km de là. Rien n'indiquait l'œuvre d'un seul homme. On accusait les groupes paramilitaires, les sectes sataniques, les trafiquants d'organes. Toutes les théories circulaient, sauf la plus simple et la plus effroyable, celle d'un prédateur nomade. La panique a vraiment commencé à s'installer en 1997, après la découverte d'une fosse commune contenant les corps de 25 enfants près de la ville de Pereira. Les corps portaient tous les mêmes marques de torture et la même signature. Les médias ont commencé à parler d'un monstre, d'un tueur d'enfants en série. Les enquêteurs ont alors commencé à réexaminer d'autres cas similaires à travers le pays. Un portrait robot a été établi sur la base de quelques rares témoignages de personnes ayant vu un homme étrange rôder près des écoles ou des parcs. On l'a surnommé El Cura, le curé, ou Tribilín, la version espagnole de Dingo, le personnage de Disney, à cause de son allure dégingandée. Mais Garavito, maître du déguisement, restait insaisissable. La chute de Garavito ne viendra pas d'une enquête policière brillante, mais, comme souvent, d'un coup de chance et de l'attention d'un citoyen. En avril 1999, à Villavicencio, Garavito tente d'enlever un jeune garçon. Mais cette fois, un vendeur ambulant le voit, trouve son comportement suspect et alerte la police. Garavito est arrêté pour tentative de viol. Il donne un faux nom. Personne ne fait le lien avec le monstre recherché dans tout le pays. Il est emprisonné, mais l'enquête sur Tribilín continue. Le tournant a lieu plusieurs mois plus tard. Les enquêteurs, en possession du portrait robot et d'une liste de suspects potentiels, réalisent que l'homme arrêté à Villavicencio correspond à la description. Ils vont l'interroger en prison. Au début, il nie tout, mais les enquêteurs s'en ont préparé. Ils lui présentent les preuves accablantes. Les photos des scènes de crime, les cartes de ses déplacements, les témoignages. Et soudain, Garavito s'effondre. Il avoue. Et sa confession va dépasser les pires cauchemars des policiers. Ce qui a le plus choqué les enquêteurs, ce n'est pas seulement le nombre de meurtres, mais la manière dont Garavito les a avoués. Avec un calme déconcertant, une mémoire photographique, il a décrit en détail des dizaines et des dizaines de meurtres. Il se souvenait des noms de ses victimes, des vêtements qu'elles portaient, des lieux exacts où il les avait enterrés. Pour aider les enquêteurs, il a dessiné des cartes et des croquis d'une précision effrayante. Il tenait des sortes de registres macabres. Il a mené la police sur les lieux de plus de 100 tombes à travers tout le pays.
Il parlait de ses victimes comme s'il s'agissait d'objets sans une once de remords apparent. Parfois, il pleurait, mais les psychologues ont estimé que c'était de l'apitoiement sur son propre sort, sur son enfance, et non de la peine pour les enfants qu'il avait tués. Il se décrivait comme étant possédé par une ombre ou une deuxième personne qui prenait le contrôle de lui. Est-ce une tentative de fuir sa propre responsabilité ou le reflet d'un trouble de la personnalité profondément ancré ? Comment un être humain peut-il compartimenter sa vie à ce point pour être capable de discuter calmement de centaines d'actes de torture et de meurtre ? C'est un abîme psychologique qui laisse les experts perplexes. Le procès de Luis Garavito a provoqué une onde de choc et de colère en Colombie. Il a été reconnu coupable de 138 des 172 meurtres pour lesquels il a été jugé. Mais c'est sa peine qui a scandalisé le pays. En raison des lois colombiennes de l'époque, la peine maximale, même pour des centaines de meurtres, était de 40 ans de prison. De plus, parce qu'il a coopéré avec la police et avoué ses crimes, sa peine a été réduite à seulement 22 ans. Cette décision a été perçue comme une trahison pour les familles des victimes et pour toute la nation. L'homme qui a tué près de 200 enfants, et peut-être plus de 300 selon certaines estimations, pourrait un jour être libéré. L'idée même de sa libération a provoqué des débats houleux en Colombie, certains appelant à la peine de mort, d'autres à une modification de la loi pour les cas d'une telle extrême gravité. En 2023, Garavito est décédé en prison des suites d'un cancer, mettant un terme à la possibilité de sa libération, mais pas aux questions qu'il a soulevées. Une peine de prison, aussi longue soit-elle, peut-elle réellement être considérée comme une justice face à une hécatombe pareille ? Et quelle est la responsabilité d'une société qui, par son chaos et son indifférence envers les plus pauvres, a permis à un tel monstre de chasser en toute impunité pendant si longtemps ? L'héritage de Garavito n'est pas seulement celui d'un tueur en série, c'est aussi un miroir terrifiant tendu à la société colombienne de l'époque et un avertissement universel sur le danger de fermer les yeux sur la misère des plus vulnérables. L'histoire de Luis Garavito nous confronte à l'horreur dans sa forme la plus pure et la plus massive. Elle nous interroge sur la nature du mal, sur les failles de la justice et sur notre responsabilité collective. Le cas de la bête est une blessure profonde dans l'histoire de la Colombie. Un rappel brutal que les monstres les plus effrayants ne sont pas ceux des contes de fées, mais ceux qui marchent parmi nous, souvent avec le visage de la pitié et de l'indifférence. Son histoire nous oblige à nous poser une question essentielle. Comment pouvons-nous mieux protéger les invisibles, les jetables de nos sociétés pour qu'une telle tragédie ne puisse plus jamais se reproduire à une telle échelle ? C'est une question qui nous concerne tous, bien au-delà des frontières de la Colombie. Quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué ? Pensez-vous que la justice a été rendue ? J'attends avec impatience vos réflexions et vos analyses dans les commentaires. Si cette plongée au cœur des ténèbres vous a intéressé et interpellé, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir ce travail de recherche et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci infiniment d'avoir été là et à très bientôt.